Bonjour, bienvenue sur la Bonne Morgane. J'espère que vous allez bien. Là, je vous retrouve un peu tard, il y a quelques moucherons, moustiques qui volent. Bon, je vais vous lire le chant 16 d'Homère, l'Odyssée. L'Odyssée d'Homère, c'est mieux dans ce sens-là. Uniquement le chant 16 qui est très court. Attendez, comment est le 17 ? Non, le 17 est trop long. Je vais lire uniquement le chant 16. Ce soir, j'avais pas envie de... Il faisait beau, j'avais envie de passer la soirée avec des amis, mais ici, tous mes amis ont migré. Voilà. C'est pas grave, je les ai dans le cœur. Je les porte dans le cœur. Et puis, je ne désespère pas de m'en faire de nouveau. Mais bon, c'est plus long. Voilà, ça c'est les petites confidences de ma vie. Ça va suffire comme ça, sinon je vais... Autant de faire que ça après, parler de soi et puis tout ira bien. Non, non. Je reprends donc le chant 16 de l'Odyssée d'Homère. Fils et père. Dans la cabane, Ulysse et le divin Porcher préparaient le repas du matin. Dès l'aurore, ils avaient allumé le feu et mis en route la cohue des pourceaux, suivis de leurs bergers. Télémaque approchait. Ses grands hurleurs de chiens l'assaillaient de caresses, mais sans un aboiement. Quand le divin Ulysse vit frétiller les chiens, puis entendit les pas, tout de suite au Porcher il dit ces mots ailés. « Mais on vient te voir, quelqu'un de tes amis ou de tes connaissances. Les chiens sans un aboi l'assaillent de caresses, j'entends un bruit de pas. » Il n'avait pas fini de parler que son fils se dressait à la porte. Étonné, le Porcher se lève et, de ses mains, laisse tomber les vases, dans lesquels il était en train de mélanger un vin au sombre feu. Il va droit à son maître et lui baise le front, baise ses deux beaux yeux et baise ses deux mains. Il verse un flot de larmes, tel un père accueillant toute sa tendresse, l'enfant le plus chéri qui lui revient après 10 ans de l'étranger, ce fils unique, objet de si cruels émois. Tel le divin Porcher embrassait et couvrait de baisers Télémaque au visage de Dieu. Il le voyait vivant, il sanglotait, il lui disait ces mots ailés. « Te voilà, Télémaque, oh ma douce lumière. Je te savais parti pour Pylos et croyais ne jamais te revoir. Entre, mon cher enfant, qu'à plein cœur je m'en donne de te voir là, chez moi, à peine débarqué. Tu te fais rare au champ et près de tes bergers. Tu restes à la ville. As-tu si grand plaisir à n'avoir sous les yeux que le vilain troupeau des seigneurs prétendants ?» Posément, Télémaque le regarda et dit « C'est bien, vieux frère. C'est pour toi que je viens, pour te voir de mes yeux, pour apprendre de toi si ma mère au manoir continue de rester ou si quelqu'un déjà est son nouveau mari, et si le lit d'Ulysse, en proie aux araignées, n'est plus qu'un cadre vide. » Eumée, le commandeur des Porchers, répliqua « Elle résiste encore de tout son cœur fidèle, toujours en ton manoir où, sans arrêt, ses jours et ses nuits lamentables se consument en larmes. » À ces mots, le Porcher prit la lance de bronze des mains de Télémaque. Le fils d'Ulysse avait franchi le seuil de pierre et déjà, comme il pénétrait dans la cabane, son père se levait pour lui de la banquette. Mais, l'arrêtant du geste, Télémaque lui dit « Reste assis, étranger, nous trouverons ailleurs un siège en notre loge. Je vois ici quelqu'un qui va nous l'arranger. » Il disait, et son père avait repris sa place. Mais déjà le Porcher avait de ramée verte et de peau de mouton rembourré l'autre banc, et c'est là que le fils d'Ulysse vint s'asseoir. Puis Eumée, leur servant sur les plateaux à viande ce qu'on avait laissé la veille du rôti, se hâta d'entasser le pain dans les corbeilles, de mêler dans sa jatte un vin fleurant le miel, et vint enfin s'asseoir face au divin Ulysse.
Alors au par de choix, préparé et servi, ils tendirent les mains. Quand on eut satisfait la soif et l'appétit, c'est au divin porcher que parla Télémaque. Cet hôte que voilà, d'où te vient-il, vieux frère? Comment les gens de mer l'ont-ils mis en Ithaque? Avait-il un pays de qui se réclamer? Car ce n'est pas à pied qu'il t'est venu, je pense. Mais toi, porcher Eumée, tu lui dis en réponse: oui, mon fils, tu sauras toute la vérité. Il prétend être né dans les plaines de Crète. Il dit qu'il a roulé dans des villes sans nombre, au long des aventures que le ciel lui fila. Pour venir à ma loge, il se serait enfui d'un vaisseau de 13 potes, mais je te le remets. Fais-en ce que tu veux. Il est ton suppliant et de toi se réclame. Posément, Télémaque le regarda et dit: Eumée, tu viens de dire un mot qui m'est cruel. Voyons, comment chez moi prendre cet étranger? Je suis trop jeune encore pour compter sur mon bras et protéger un autre qu'on voudrait outrager, sans qu'il y fût pour rien. Ma mère, deux désirs se partagent son cœur: rester auprès de moi, veiller sur ma maison, en gardant le respect des droits de son époux et l'estime du peuple, ou suivre, pour finir, l'achéen de son choix qui saurait au manoir faire sa cour avec les plus beaux des présents. Puisque cet étranger est venu sous ton toit, je lui donne les habits neufs, robe et manteau, un glaive à 2 tranchants, les sandales aux pieds, et le ferai conduire où que puissent aller les désirs de son cœur. Si tu voulais, c'est mieux, le garder en ta loge, je vous ferai tenir toute sa subsistance, son pain, ses vêtements, sans que toi ni tes gens l'ayez à votre charge. Mais qu'il aille là-bas parmi les prétendants, je ne saurais l'admettre. Oh non, je connais trop leur violence impie. Quand ils l'outrageraient, j'aurais trop de chagrin. Quel moyen de lutter, si brave que l'on soit? Ne sont-ils pas les plus nombreux et les plus forts? Le héros d'endurance, Ulysse le divin, lui fit cette réponse. Ami, puisqu'aussi bien j'ai le droit de répondre, vous me poignez le cœur lorsque je vous entends raconter les complots des prétendants chez toi, et leurs impiétés. Et ton servage à toi, né pour un autre sort, dis-moi, c'est de plein gré que tu portes le joug, ou dans ton peuple as-tu la haine d'un parti qui suit la voie d'un dieu? Est-ce parmi tes frères que tu n'as pas trouvé l'appui que, dans la lutte, on attendrait d'un frère au plus fort du danger? Ah, si j'avais encore ta jeunesse en ce cœur, si j'étais soit le fils de l'éminent Ulysse, soit Ulysse en personne rentré de son exil, il reste de l'espoir. Je veux bien qu'aussitôt ma tête roule aux pieds de quelques mercenaires, si de tous ces gens-là, je n'étais le fléau dès mon entrée dans le manoir d'Ulysse, fils de Laërte. Oui, quand je serai seul, écrasé par le nombre, j'aimerais mieux encore mourir en mon manoir qu'assister tous les jours à ces œuvres indignes, voir assaillir mes hôtes, traîner au déshonneur dans tout ce beau logis mes femmes de service, mon vin couler à flot et gâcher tous mes vivres. Hélas, jusque à quand? Et pour quel résultat? Posément, Télémaque le regarda et dit: oh, mon hôte, je vais te répondre sans feinte. Ce n'est pas tout mon peuple qui me hait ou me brave, et des frères non plus ne m'ont pas refusé le secours que d'un frère on attend dans la lutte, au plus fort du danger. Jamais Zeus n'a donné qu'un fils à notre race, d'Archésios. Laërte était le fils unique. Ulysse fut le fils unique de Laërte et ne laissa chez lui qu'un fils unique, moi, dont il n'a pas joui. Mais j'ai dans mon manoir une armée d'ennemis, tous les chefs, tant qu'ils sont, qui règnent sur nos îles, Dulichion, Samé, Zante la forestière et toutes les tyrannos des monts de notre Ithaque, tous courtisent, tous les tyrannos des monts de notre Ithaque, tous courtisent ma mère et pillent ma maison. Elle, sans repousser un hymen qu'elle abhorre, n'ose pas en finir. On les voit aujourd'hui dévorer mon avoir, on les verra bientôt me déchirer moi-même. Mais laissons tout cela sur les genoux des dieux. Toi, vieux frère, va t'en informer au plus tôt la sage Pénélope. Dis-lui que sain et sauf, je rentre de Pylos, mais que je reste ici. Puis tu nous reviendras sans avoir prévenu personne d'autre qu'elle. Aucun des Achéens ne doit rien en savoir, car ils sont trop de gens à machiner ma perte. Mais toi, porcher Eumée, tu lui dis en réponse: je le comprends, j'ai saisi, j'avais prévu ton ordre.
Mais voyons, réponds-moi sans feinte, point par point. Dois-je aller chez Laërte et de ce même pas lui porter la nouvelle? Il est si malheureux. C'est Ulysse autrefois qui le mettait en deuil, encore le voyait-on surveiller ses cultures. Chez lui, avec ses gens, quand le cœur lui disait, il mangeait et buvait. Mais depuis qu'il te sait en route vers Pylos, on dit qu'il ne veut plus rien manger ni rien boire. Sans regarder ses champs, il gémit, il sanglote, il reste à te pleurer et déjà sur ses os, on voit fondre les chairs. Posément, Télémaque le regarda et dit « Tant pis, mais que veux-tu? Quel qu'en soit mon chagrin, il nous faut le laisser. » Pardon. Si le ciel nous servait au gré de nos désirs, c'est d'abord pour mon père que je demanderai la journée du retour. Va porter mon message et nous reviens ici, sans aller chez Laërte à travers la campagne. Pourtant, dis à ma mère d'envoyer au plus vite, en secret, l'intendante. Cette femme pourrait avertir le vieillard. Il dit. Tout aussitôt, le porcher se leva et, prenant ses sandales, il les mit à ses pieds, puis s'enfuit vers la ville. À peine le porcher eut quitté la cabane qu'Athéna, qui l'avait guettée, se présenta. Elle avait pris ses traits de grande et belle femme, artiste en beaux ouvrages. En face de la porte, debout, elle apparut, mais aux seuls yeux d'Ulysse. Télémaque l'avait devant lui sans la voir. Tous les yeux ne voient pas apparaître les dieux. Comme Ulysse, les chiens avaient vu la déesse. Sans japper, mais grognant, ils s'enfuirent de peur dans un coin de la loge. La déesse avait fait un signe des sourcils. Ulysse, ayant compris, sortit du mégaron et, longeant le grand mur, il traversa la cour, sortit devant la cour. La déesse lui dit « Fils de Laërte, écoute. Ô rejeton des dieux, Ulysse aux 1000 ruses. Il est temps de parler. Ton fils doit tout savoir. Il vous faut combiner la mort des prétendants et prendre le chemin de ta fameuse ville. Vous m'aurez avec vous. Je serai là, tout près, ne rêvant que bataille. » À ces mots, le touchant de sa baguette d'or, Athéna lui remit d'abord sur la poitrine sa robe et son écharpe tout fraîchement lavée, puis lui rendit sa belle allure et sa jeunesse. Sa peau redevint brune et ses joues bien remplies. Sa barbe au bleu reflet lui revint au menton. Le miracle achevé, Athéna disparut. Quand Ulysse rentra dans la loge, son fils, plein de trouble et d'effroi, détourna les regards, craignant de voir un dieu, puis, élevant la voix, lui dit ces mots ailés. « Quel changement, mon hôte! À l'instant, je t'ai vu sous d'autres vêtements et sous une autre peau. Serais-tu l'un des dieux, maître des champs du ciel? Du moins, sois-nous propice. Prends en grâce les dons, victimes ou vases d'or que nous voulons t'offrir et laisse-nous la vie. » Le héros d'endurance, Ulysse le divin, lui fit cette réponse. « Je ne suis pas un dieu. Pourquoi me comparer à l'un des immortels? Crois-moi, je suis ton père, celui qui t'a coûté tant de pleurs et d'angoisses et pour qui tu subis les assauts de ces gens. » Il disait et baisait son fils et de ses joues tombaient au sol les larmes qu'il avait bravement contenues jusque-là. Mais sans admettre encore que ce fût bien son père, Télémaque à nouveau lui disait en réponse « Non, tu n'es pas mon père, Ulysse. Un dieu m'abuse afin de redoubler mes pleurs et mes sanglots, car un simple mortel ne peut trouver en soi le moyen d'opérer de pareils changements. Il faut qu'un dieu l'assiste et le fasse à son gré, ou jeune homme ou vieillard. Tu n'étais à l'instant qu'un vieux couvert de loques. Voici que tu parais semblable à l'un des dieux, maître des champs du ciel. » Ulysse l'avisé lui fit cette réponse. « La rentrée de ton père au logis, Télémaque, ne doit pas exciter ta surprise et ta crainte. Ici, tu ne verras jamais un autre Ulysse. C'est moi qui suis ton père. Après tant de malheurs, après tant d'aventures, si, la 20e année, je reviens au pays, c'est l'œuvre d'Athéna qui donne le butin. Oui, c'est elle qui peut, et vouloir lui suffit, me montrer tour à tour sous les traits d'un vieux pauvre et sous les beaux habits d'un homme jeune encore. Il est facile au Dieu maître des champs du ciel de couvrir un mortel ou d'éclat ou d'opprobre.
À ces mots, il reprit sa place et Télémaque, tenant son noble père embrassé, gémissait et répandait des larmes. Il leur prit à tous deux un besoin de sanglots. Ils pleuraient et leur cri était plus déchirant que celui des orfraies, des vautours bien en griffes, auxquels des paysans ont ravi leurs petits avant le premier vol. C'était même pitié que leurs yeux pleins de larmes, et le soleil couchant eût encore vu leurs pleurs si le fils n'eût soudain interrogé son père. « Mais pour rentrer ici, mon père, en notre Ithaque, dis-moi sur quel vaisseau, quel marin t'avait pris, et quel est le pays dont il se réclamait, car ce n'est pas à pied que tu nous viens, je pense. » Le héros d'endurance, Ulysse le divin, lui fit cette réponse. « Oui, mon fils, tu sauras toute la vérité. Je viens de Phéacie. Ce peuple d'armateurs fait métier de passer quiconque va chez eux. Pendant que je dormais, c'est un de leurs croiseurs qui m'apporta sur mer et me mit en Ithaque, avec le bronze, l'or, les vêtements tissés, tous les cadeaux de prix dont il m'avait comblé et qui sont, grâce aux dieux, déposés dans la grotte. Les ordres d'Athéna m'ont fait venir ici pour tramer avec toi la mort de nos rivaux. Mais avant tout, dis-moi et leur nombre et leur nom, que je sache combien ils sont et ce qu'ils valent. Puis je réfléchirai en mon cœur valeureux et je déciderai si tout seul nous pouvons les attaquer sans aide ou s'il nous faut aller chercher quelques renforts. » Posément, Télémaque le regarda et dit « Ah, mon père, j'avais entendu célébrer ta prudence au conseil et ta force au combat. Mais quels mots tu dis là? J'en ai comme un vertige. Comment lutter à deux contre un nombre pareil et des gens vigoureux? Car si les prétendants n'étaient en vérité qu'une dizaine ou deux, mais ils sont tant et tant, tu le verras toi-même aussitôt arrivé. Tu veux savoir leur nombre? Dulichion leva 52 seigneurs, que suivent 6 valets, 24 de Samé, 2 Antes, une vingtaine, et tous fils d'Achéens, sans compter ceux d'Ithaque, 12 de nos plus braves, et le héros Médon, et le divin Aède, et 2 autres servants pour trancher au festin. Nous vois-tu nous heurter à toute cette bande, maîtresse du manoir? Ah, je crains d'un prix terriblement amer. Je crains que d'un prix terriblement amer, tu n'aies en arrivant à payer ta vengeance. Mais voyons, réfléchis, n'as-tu pas d'allié qui, d'un cœur dévoué, pourrait nous secourir? Le héros d'endurance, Ulysse le divin, lui fit cette réponse. Je vais t'en nommer 2. Écoute et me comprends. Suffirait-il de Zeus le Père et d'Athéna, ou faudrait-il chercher un autre défenseur? Posément, Télémaque le regarda et dit « Pour de bons alliés, ce que tu dis le sont, bien qu'ils trônent un peu trop haut dans les nuées. Il est vrai qu'ils disposent des mortels et des dieux. » Le héros d'endurance, Ulysse le divin, lui fit cette réponse. « C'est eux qu'avant longtemps, au plus fort de la lutte, tu verras à l'ouvrage, lorsque dans le manoir, les prétendants et nous n'aurons plus d'autre arbitre que la force d'Arès. Demain, tu t'en iras, dès la pointe du jour, retrouver au logis ces fous de prétendants. Un peu plus tard, Eumée me conduira en ville. J'aurai repris les traits d'un vieux pauvre et méloque. Quels que soient les affronts qu'au logis je rencontre, que ton cœur se résigne à me voir maltraité. Si même tu les vois me traîner par les pieds à travers la grande salle et me mettre dehors ou me frapper de loin, laisse faire. Regarde, ou, pour les détourner de leur folie, n'emploie que les mots les plus doux. Ils te refuseront, car pour eux aura lui la journée du destin. Écoute un autre avis et le mets en ton cœur. Sur l'avis d'Athéna, la bonne conseillère, tu me verras te faire un signe de la tête. Dès que tu l'auras vu, ramasse en la grande salle tous les engins de guerre qui s'y peuvent trouver, puis va les entasser au fond du haut trésor, et si les prétendants en remarquent l'absence et veulent tes raisons, paie-les de gentillesse. Dis-leur, je les ai mis à l'abri des fumées. Qui pourrait aujourd'hui reconnaître ces armes qu'à son départ pour Troie Ulysse avait laissées? Les vapeurs du foyer les ont mangées de rouille, et voici l'autre idée que Zeus m'a mise en tête. J'ai redouté surtout qu'un jour de beuverie, une rixe entre vous n'amenât des blessures et ne souillât ma table et vos projets d'hymen. De lui-même, le fer attire à lui son homme. Tu laisseras pour nous 2 piques, 2 épées et 2 écus en buffle à tenir à la main. Nous nous élancerons pour nous en emparer quand Pallas Athéna et Zeus, notre complice, aveugleront nos gens. Écoute un autre avis
et le mets en ton cœur. Si c'est bien de mon sang, de moi que tu naquis, personne n'entendra parler de ma présence. Que Laërte l'ignore et le porcher aussi, et tous nos serviteurs, et même Pénélope. À nous seuls, toi et moi, nous devrons éprouver la droiture des femmes et nous devrons aussi, parmi nos domestiques, chercher qui nous respecte et nous craint en son âme, ou qui, sans plus d'égard, méprisa ta détresse. Son noble fils alors, en réponse, lui dit « Père, tu connaîtras mon âme par la suite. Tu n'y trouveras pas, je crois, d'étourderie. Mais ce n'est pas ainsi que je vois pour nous deux le plus grand avantage. Calcule, je te prie. Que de temps, que de pas à travers nos domaines, si tu veux éprouver chacun de nos bergers. Cependant, comme un noir, ces gens tout à loisir dévorent tes richesses en cette folle vie qui ne ménage rien. Oh, les femmes, tu dois, je crois, t'en enquérir. Lesquels t'ont manqué, lesquels sont fidèles, mais les hommes, comment aller de loge en loge pour éprouver chacun? Nous y verrons plus tard, sur un signe certain que le Zeus à l'égide aura pu t'envoyer. » Pendant qu'ils échangeaient ces paroles, voici qu'entrait au port d'Ithaque le solide navire qui, de Pylos, avait ramené Télémaque et tous ses compagnons. Quand il fut rentré jusqu'au fond de la rade et qu'à la grève on eut tiré le noir vaisseau, les servants empressés emportaient les agrès, on emporta d'abord tout droit chez Clytios les présents magnifiques. Puis, au logis d'Ulysse, un héros s'en alla prévenir Pénélope, la plus sage des femmes, que son fils Télémaque au champ était resté, mais avait renvoyé le vaisseau vers la ville, qu'il ne fallait donc pas que la crainte et les larmes amollissent le cœur de la vaillante reine. Or, le divin Porcher, ce soir, rencontra ce héros comme ils allaient tous deux porter le même avis chez la femme du maître. Mais à peine entrait-il chez le divin Ulysse que le héros criait devant toutes les femmes « C'est fait, reine, ton fils est rentré de Pylos !» tandis que le porcher, allant à Pénélope, lui disait tout ce dont son fils l'avait chargé et, quand il eut fini de rendre son message, reprenait le chemin de ses ports en quittant la salle, puis l'enceinte. Au cœur des prétendants, quel trouble consterné. Ils sortent de la salle et traversent la cour. Au-devant du grand mur, à l'entrée du portail, ils vont tenir séance et le premier qui prend la parole est le fils de Polybe, Eurymaque. « Mes amis, il est donc accompli ce voyage. Quel exploit d'insolence! Nous l'avions interdit pourtant à Télémaque. Allons vite, levons des rameurs du grand large et mettons-les en mer sur un vaisseau de choix. Que là-bas, au plus tôt, ils aillent avertir nos amis de rentrer. » Il n'avait pas fini de parler que soudain Amphinomos, tournant la tête, apercevait un vaisseau qui rentrait jusqu'au fond de la rade et les voiles carguées se mettaient à la rame. Avec un bon sourire, il dit aux camarades « Nous n'avons plus besoin de leur donner la vie, les voici dans le port. L'ont-ils su par un dieu? Ont-ils vu de leurs yeux passer l'autre navire, mais sans pouvoir l'atteindre ?» Il dit « Mais se levant de leur banc, les rameurs avaient déjà pris pied sur la grève de mer et tiré prestement au sec le noir vaisseau. Les servants empressés emportaient les agrès et les maîtres en troupe allaient à l'agora. Tous témoins écartés, jeunes gens ou vieillards, Antinos, le fils d'Euphytès, leur parla. Tous témoins écartés, jeunes gens ou vieillards, Antinos, le fils d'Euphytès, leur parla. Ah, misère! Notre homme est sauvé par les dieux, il est hors de danger. Tout le jour, nos vigies allaient se relever dans le vent des falaises et le soleil couché. Jamais nous ne passions la nuit sur le rivage. Mais le navire en mer, jusqu'à l'aube divine, nous restions à croiser, à guetter Télémaque pour nous saisir de lui et le faire mourir. Puisqu'un dieu nous l'enlève et le ramène au port, nous voici réunis pour lui trouver enfin une mort sans douceur. Car il faut en finir. Croyez-moi, lui vivant, jamais nous ne viendrons à bout de notre affaire. Il est homme de sens, de conseil et d'adresse, et ce n'est plus à nous que va, tout au contraire, le dévouement du peuple. Allons, n'attendons pas qu'il ait à l'agora réuni l'assemblée de tous les Achéens. Il ne va pas, je crois, déposer sa colère. Vous verrez sa fureur quand il se lèvera pour raconter au peuple la mort que nous voulions, mais que nous n'avons pu déchaîner sur sa tête. Le peuple, en l'écoutant, va crier au forfait. Mal pour mal, s'ils allaient nous décréter l'exil. Qui veut, loin du pays, aller à l'étranger? Non,
Prenons les devants, au champ loin de la ville ou le long de la route, faisons-le disparaître. Ces vivres et ces biens nous reviendront à nous après un bon partage. Nous abandonnerons ces maisons à sa mère et à qui l'aura prise. Mon avis vous déplaît? Vous désirez qu'il vive et que son patrimoine entier lui soit acquis? Alors ne restons plus à lui manger ici les biens qui font sa joie. Dispersons-nous, rentrons, chacun en son manoir, d'où nos cadeaux viendront faire ici notre cour, et c'est le plus offrant ou l'élu du destin qui deviendra l'époux. Il dit. Tous se taisaient. Mais après un silence, ce fut Amphinomos qui reprit la parole. Noble fils de Nisos, il avait eu le roi Aréthès pour aïeul et chef des prétendants qui, de Dulichion, l'île aux Fromans, l'île aux Grands Prés, était venu. C'est lui dont les discours plaisaient à Pénélope, car il n'avait au cœur qu'honnête sentiment. C'est pour le bien de tous qu'il prenait la parole. Pour l'instant, mes amis, je ne suis pas d'avis de tuer Télémaque. C'est grave d'attenter à la race des rois. Il faudrait commencer par consulter les dieux. Si nous avons pour nous un arrêt du grand Zeus, c'est moi qui frapperai, et tous, vous me verrez vous inciter, vous autres. Si les dieux refusaient, je suis pour qu'on s'abstienne. Il dit, tous d'approuver ces mots d'Amphinomos, et se levant en hâte, il revint s'asseoir dans la maison d'Ulysse sur les fauteuils polis. La sage Pénélope eut alors son dessein. Devant les prétendants, à l'audace effrénée, elle voulut paraître, car le héros Médon, qui savait leur projet, venait de l'informer qu'au manoir on tramait la perte de son fils. Pénétrant dans la salle avec ses chambrières, voici qu'elle arriva devant les prétendants. Cette femme divine, et debout au montant de l'épaisse embrasure, ramenant sur ses joues ses voiles éclatants, ce fut Antinos qu'elle prit à partie. Antinos, cœur furieux, tisseur de mots, on a beau te vanter en ce pays d'Ithaque comme le plus sensé, le plus éloquent de tous ceux de ton âge, je ne te vois pas tel. Pauvre fou, c'est donc toi qui veux à Télémaque ourdir mort et trépas. Tu ris des suppliants, dont Zeus est le témoin. Ourdir les mots d'autrui, n'est-ce pas sacrilège? Ignores-tu qu'un jour ton père vint ici, fuyant devant le peuple et craignant leur fureur, quand, ligué avec les pirates de Taphos, il avait assailli nos amis de Thesprote? On demandait sa tête, on voulait le tuer et dévorer ses biens dont tous avaient envie. Mais Ulysse intervint et brida leur colère. Aujourd'hui, sans payer, tu manges sa maison, tu courtises sa femme et veux tuer son fils. Tu me fais horreur. Il faut cesser, crois-moi, et ramener les autres. Eurymaque, le fils de Polybe, intervint. Que la fille d'Icare, la sage Pénélope, se rassure. Pourquoi te mettre en tel souci? Ne crains pas qu'il existe ou puisse jamais être l'homme qui porterait la main sur Télémaque, sur ton enfant. Jamais, tant que les yeux ouverts, je serai de ce monde. Où, je te le promets, et tu verras la chose, le sang noir giclera autour de notre lance. Je n'ai pas oublié comment, sur ses genoux, le preneur d'Ilion, Ulysse m'asseyait quand, mettant dans mes mains un morceau du rôti, il me donnait à boire un coup de son vin rouge. Aussi, pour Télémaque, ai-je plus d'amitié que pour hommes qui vivent. Ce n'est pas de la main des prétendants, crois-moi, que lui viendra la mort. Mais nous ne pouvons rien contre la main des dieux. Il ne parlait ainsi que pour la rassurer, mais son cœur ne pensait qu'à perdre Télémaque. La reine regagna son étage brillant. Elle y pleurait encore Ulysse, son époux. À l'heure où la déesse aux yeux pères, Athéna, lui versa sur les yeux le plus doux des sommeils. Or, le divin porcher rentrait au soir tombant. Déjà pour le souper, Télémaque et son père rôtissaient tour à tour le porcelet d'un an qu'ils avaient immolé. Athéna, revenue près du fils de Laërte, l'avait touché de sa baguette et, de nouveau, Ulysse n'était plus qu'un vieillard en haillons. La déesse avait craint que, face à face, Eumée ne reconnût le maître et ne put s'empêcher d'avertir Pénélope. Il entra. Le premier, Télémaque, lui dit « C'est toi, divine Eumée. En ville, que dit-on? Nos fougueux prétendants sont-ils enfin rentrés ou
Toujours embusqués me guettent-ils encore, même après mon retour. Mais toi, porcher aimé, tu lui dis en réponse. Ah, j'avais bien souci de parler de cela ou de m'en enquérir. En courant par la ville, je n'avais qu'un désir, revenir au plus tôt, mon message rendu. J'ai croisé le héros que tes gens envoyaient. C'est de ce message rapide que ta mère a su d'abord la chose. J'ai pourtant mon idée. Voici ce que j'ai vu. J'étais sur le chemin du retour, j'arrivais au-dessus de la ville, sur la butte d'Hermès, quand je vis un croiseur entrer dans notre port. Il était plein de gens, chargés de boucliers, de lances à deux douilles. Je crois que c'était eux, mais ne sais rien de plus. À ces mots du porcher, sa force et sainteté Télémaque sourit en regardant son père. Mais Eumée ne vit rien. Les après achevés et le souper servi, on mangea. Tout aux joies de ce repas d'égaux, puis ayant satisfait la soif et l'appétit, on parla de dormir et l'on s'en fut goûter les présents du sommeil. Et je vais faire la même chose. C'est la fin du chant 16. Bon, cette lecture était vraiment... On va dire que c'était pas la meilleure lecture que j'ai faite jusque-là. Mais en même temps, c'était agréable. Voilà. Enfin, pour moi. Pour vous, peut-être moins. Je ne sais pas. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une belle, une douce soirée. J'espère que vous passez des bons moments avec des gens que vous aimez, avec des amis. Voilà. Ou que vous passez des bons moments seuls aussi, comme moi. Et waouh, ils sont beaux ces arbres. J'ai une belle vue aussi. Oh, premier quartier de lune, tout fin. Beau. Très bien, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vais faire un petit tour peut-être, vous montrer les arbres. Je ne me déplace pas, vous voyez. Non, c'est moi qu'on voit. Je ne sais pas ce que je vous montre, je ne vois pas. Je redescends. Et voilà. J'ai essayé de ne pas faire tourner trop vite la caméra de façon à être moins désagréable que d'habitude. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour la suite. Voilà. Merci et faites bien attention à vous surtout.